mettre le replay. Donc, comme je vous le disais, c'est notre 3e atelier du cycle 1 à tout close. Donc, premier atelier étant consacré aux fondamentaux de l'achat responsable. Le second atelier, la semaine dernière, au rôle du facilitateur. Et là, on démarre cette semaine par un cycle sur les marchés réservés. Et donc, nous allons échanger ce matin sur les marchés réservés secteur du handicap et sur les marchés réservés aux structures de l'insertion par l'activité économique. Donc, je remercie l'UNEA qui va présenter les marchés réservés au secteur du handicap et ensuite qui intervient à 2 voix avec une entreprise adaptée qui a elle-même répondu à un marché public. Dans un second temps, ensuite, nous aurons une intervention de Mehdi du Graphi pour les marchés réservés aux structures de l'insertion par l'activité économique et qui interviendra avec une entreprise d'insertion, je crois, si je ne me trompe pas. Et en 3e partie d'atelier, on a souhaité faire avoir le témoignage d'un acheteur côté commande publique, son approche marché réservé. Et donc, c'est Stéphane Marcignac de la région Île-de-France qui interviendra en dernière partie de webinaire. Donc, moi, je suis Erika Maillot, je suis chargée de mission au sein de la mission d'appui au développement des clauses sociales qui est portée par le GIP Maximilien. Donc, le GIP Maximilien qui est la plateforme dématérialisée des marchés publics franciliens et qui porte depuis le mois d'octobre dans le cadre du PNAD les achats franciliens responsables. Donc maintenant, nous sommes 3 au niveau des achats responsables franciliens. Donc la mission d'appui au développement des clauses sociales, avec moi-même. Sur le volet environnemental, donc le guichet vert, ma collègue Anaëlle Mazin et l'ensemble des achats responsables, la cellule est pilotée par Louise Vidal qui est la chef de projet. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, je pense que les micros de tout le monde sont coupés. N'hésitez pas. Cet atelier se veut interactif. Donc, ce que je propose, c'est de poser vos questions dans le chat. Et puis, en fin de première intervention sur le handicap, on prendra vos questions. Et Christelle et l'entreprise adaptée pourront répondre à toutes vos questions. Merci. Je te laisse la parole, Christelle. Oui, merci Erika. Alors moi, plus que de vous parler du marché réservé au secteur du handicap, je vais surtout vous parler de ce que sont les entreprises adaptées, puisque en termes de marché réservé, qu'on soit sur du SIAE ou des entreprises adaptées ou ESAT, je dirais la spécificité du marché réservé va être la même. Simplement, il faut vraiment bien connaître les entreprises adaptées pour pouvoir rédiger vos cahiers des charges, de manière à ce qu'il soit accessible aux entreprises adaptées. Du coup, je vous ai préparé une petite présentation. Donc, on voit, Christelle. Oui, je vais le mettre en plein écran. Ce sera plus facile. Voilà, vous voyez toujours, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Je pense que tout le monde voit. S'il y a des gens qui ne voient pas, dites-le nous, mais je pense que ça marche. Pas de retour. Alors, déjà, je vais vous indiquer, donc moi je me présente, je suis Christelle Marivin, je suis chargée de mission pour l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées. C'est une association qui existe depuis 1987. C'est le premier réseau des entreprises adaptées. On est vraiment une tête de réseau et on a une organisation au niveau national et des représentations locales. Sur cette partie, quelques chiffres qui datent de 2021 au niveau des entreprises adaptées. Il y a actuellement sur le territoire national, donc outre-mer compris, 817 entreprises adaptées, dont 32 entreprises adaptées de travail temporaire. Ça représente environ 250 métiers différents pour une représentation de 51 000 salariés, dont 37 000 en situation de handicap, et un chiffre d'affaires d'environ 1,6 milliard d'euros. Donc, vous voyez qu'au niveau du territoire, il y a quand même une représentation très forte des structures entreprises adaptées sur le territoire national.
Les missions de l'UNEA sont vraiment la défense et la représentation des entreprises adaptées auprès des pouvoirs publics et des administrations. Il y a une forte mission de lobbying de la part de l'UNEA. Cette association est fédérée et représentée par des responsables d'entreprises adaptées, des dirigeants d'EA, qui sont donc au conseil d'administration et au bureau de l'association. Et donc, cette représentation politique est vraiment importante. Ça fait vraiment partie des missions prioritaires de l'UNEA. Donc, c'est l'UNEA qui négocie avec les services de l'État sur les budgets attribués aux entreprises adaptées, les fameuses aides au poste. Voilà, le modèle entreprise adaptée est défendu auprès des pouvoirs publics. Donc, voilà, cette forte représentation et ce fort lobbying. Une autre mission de l'UNEA, c'est le soutien à la création et au développement des entreprises adaptées sur le territoire et de ce fait à l'emploi des personnes en situation de handicap. Pour ça, on va accompagner les porteurs de projets, on accompagne aussi les entreprises adaptées dans leur développement économique, en mettant en relation des entreprises privées ou publiques sur le territoire qui sont à la recherche de prestataires. Donc voilà, on est souvent un point d'entrée pour ces structures. Et donc voilà, on accompagne les entreprises adaptées sur ces sujets-là. Et on participe aussi à la professionnalisation des différents acteurs de l'entreprise adaptée par le biais de notre académie qui propose des formations aussi bien sectorielles que un peu généralistes, voilà, que toute entreprise peut être amenée à suivre. Donc sur les formations sectorielles, on va vraiment avoir des formations qui vont accompagner les EA sur, par exemple, le dispositif du CDD tremplin, sur le cadre réglementaire des entreprises adaptées pour les personnes qui intègrent les entreprises dans le cadre de management ou de reprise d'entreprise. Donc voilà, on accompagne vraiment sur cette partie réglementaire et juridique. Ça, c'est vraiment la mission et les actions principales de l'UNEA. Je vous le disais, on a une déclinaison, donc une association nationale avec une déclinaison territoriale. Donc, on a une représentation territoriale politique par le biais de nos délégués régionaux, qui sont en fait des dirigeants d'entreprises adaptées, qui portent les messages politiques de l'association. Et nous sommes sur le territoire 7 chargés de mission. Donc, j'ai pour ma part l'accompagnement des territoires de l'Île-de-France, du Centre Val-de-Loire et de l'Outre-mer. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise adaptée? Une entreprise adaptée, en fait, c'est une entreprise de droit commun, comme toutes les entreprises sur le territoire. Voilà, on n'est pas un secteur, on appartient au droit commun. Et donc, les missions de l'entreprise adaptée sont d'offrir un emploi majoritairement pérenne pour des personnes en situation de handicap, avec la mise en œuvre, dans le cadre de cet emploi du projet professionnel de la personne. L'EA va accompagner son collaborateur dans son projet professionnel, pour l'amener à valoriser et à développer ses compétences en vue soit d'une mobilité à l'interne de l'entreprise adaptée, soit sur une mobilité à l'externe, vers un autre employeur, qui soit public ou privé. Ça, ce sont vraiment les missions de l'entreprise adaptée, et ces missions sont fixées dans les textes. En termes de contrats, en EA, vous allez trouver tous les contrats de droit commun, CDD, CDI, on peut même recruter des intérimaires, enfin voilà, les contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, on a vraiment toutes les typologies de contrats de droit commun dans les entreprises adaptées. En 2018, il y a eu une grande réforme qui s'est mise en place, qui est applicable depuis janvier 2019. Cette réforme renforce vraiment le modèle inclusif de l'entreprise adaptée, puisqu'on est passé d'un taux de 80% de personnes en situation de handicap dans les effectifs de production pour avoir l'agrément, à un taux de 55% de personnes en situation de handicap sur l'ensemble de l'effectif de l'entreprise adaptée. Ce qui permet à l'EA d'avoir vraiment une mixité des publics, aussi bien du public en situation de handicap que du public qui n'est pas en situation de handicap et qui souhaiterait intégrer les entreprises adaptées. Donc là, vraiment, cette mixité, elle est vraiment en modèle important maintenant. On a outillé les entreprises adaptées aussi pour continuer à lutter contre le chômage de masse par le biais donc, de 2 expérimentations qui ont encore cours jusqu'à la fin de l'année. On a donc le CDD tremplin qui est calqué sur le modèle du contrat d'insertion et l'entreprise adaptée de travail temporaire, qui est une entreprise de travail temporaire comme les ETTI ou comme les ETT du monde classique. Et puis, l'idée de ces dispositifs, c'est vraiment d'accompagner et de favoriser les transitions professionnelles vers d'autres employeurs pour des personnes qui le souhaitent et qui rentrent dans ces dispositifs-là.
Les conditions pour rentrer en EA, c'est prioritairement d'être titulaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ça, c'est vraiment un prérequis chez nous. Et puis après, soit les personnes nous sont envoyées par le service public de l'emploi, soit elles entrent directement en contact avec les entreprises adaptées en répondant à des annonces. Donc, je vous le disais, hein, l'entreprise adaptée a une mission, une vocation, c'est de remettre à l'emploi pérenne des personnes en situation de handicap. Ce qui est en tout cas inscrit dans les textes de loi, dans le Code du travail, c'est que l'entreprise adaptée met en œuvre pour ses salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel, la valorisation des compétences et la mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises. Donc en EA, vous allez trouver des contrats pérennes, du CDI, et du contrat de transition comme le CDD tremplin pour les entreprises adaptées qui sont dans ce dispositif. L'entreprise adaptée, elle va développer ses activités en fait en fonction des compétences des collaborateurs qu'elle recrute. On n'est pas dans le mode classique où une entreprise a une activité, elle va recruter pour développer son activité. Là, on est vraiment sur la remise à l'emploi des personnes en situation de handicap et on va regarder les compétences qu'ont ces personnes pour soit les mettre sur des activités qui existent déjà dans l'entreprise adaptée, soit éventuellement pour créer de nouvelles activités. Du coup, dans les entreprises adaptées, vous avez généralement 3 à 4 activités qui sont représentées. Ça, c'est en moyenne. Vous avez des structures qui n'en ont qu'une, qui n'ont vraiment qu'une seule activité, un cœur de métier. Et pour d'autres, elles vont développer 3-4 activités. Et en moyenne, on est sur de la PME, on est à 30-40 personnes dans les entreprises adaptées. Les métiers que vous allez trouver en EA, les mêmes que vous allez trouver dans des entreprises dites classiques. Donc, vous allez avoir des métiers qui vont avoir trait à l'industrie, d'autres qui vont être plutôt sur les métiers de l'environnement et du développement durable. Les métiers de bouche, on a quelques entreprises adaptées qui sont soit sur les métiers de l'agriculture, soit sur des métiers de restauration. Les métiers des services aux entreprises, et puis en fait les métiers qu'on va regrouper dans les technologies de l'information et de la communication. Là, vous aurez un peu tous les métiers de l'informatique, de la communication, de l'événementiel, voilà. Donc on est vraiment sur des représentations de métiers qu'on va retrouver dans toutes les entreprises en France. Un focus important dans le monde du handicap, c'est la différence entre l'ESAT et l'entreprise adaptée. Il y a une différence majeure entre les deux structures. L'entreprise adaptée est vraiment dans le droit commun. On a des salariés en entreprise adaptée, on dépend du Code du travail. Donc, on est en entreprise classique, enfin, comme les entreprises classiques, on va dire. On est vraiment dans le droit commun. L'ESAT, lui, est dans le domaine du médico-social. Et donc, les seuls salariés que vous allez avoir en ESAT, ce sont les encadrants. Les salariés en situation de enfin, les personnes en situation de handicap dans les ESAT sont en fait des usagers. Ils ne dépendent pas du Code du travail. Et donc, en fait, l'organisme de tutelle de l'ESAT, c'est plutôt les ARS. Alors que les organismes de tutelle de l'entreprise adaptée, en fait, ce sont le ministère du Travail, le ministère des Finances. Voilà, donc on est vraiment dans deux mondes différents. Et l'entreprise adaptée, sa mission, c'est de produire de la richesse pour créer des emplois durables et de qualité. La mission de l'ESAT, c'est de favoriser l'épanouissement personnel et l'intégration sociale de la personne en situation de handicap. Donc, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes dispositifs. Voilà. Donc, il y a quand même une différence à avoir bien en tête et ne pas mélanger l'ESAT et l'entreprise adaptée. Ça, c'est important. Un petit panel des structures qu'on retrouve en Île-de-France. Donc, il y a en Île-de-France 97 entreprises adaptées. Donc, ça comprend ce qu'on appelle les établissements principaux qui portent en fait les agréments et les établissements secondaires. Certaines structures ont 1 ou 2 établissements secondaires sur le territoire. Il y a donc en Île-de-France 3 entreprises adaptées de travail temporaire et ça représente à peu près 22 secteurs d'activité. Et si on regarde un petit peu le portrait des entreprises adaptées en Île-de-France, en statut associatif, en fait, ça représente 34% des entreprises adaptées. Et donc, on a majoritairement des entreprises adaptées à statut commercial. Voilà, donc soit des SCOP, des SASU, des EURL, voilà, on est vraiment sur majoritairement une représentation en société commerciale sur l'Île-de-France et 1% qui sont portés par des fondations. Du coup, pour travailler avec une entreprise adaptée, que ce soit sur du marché réservé, closé, ce qui est important,
c'est de les connaître. Et avant même de l'émergence du besoin, en fait, hein, c'est vraiment de bien connaître les acteurs et les compétences qu'il y a dans les structures. Il faut vraiment que l'EA soit vu comme un fournisseur à part entière. Ça, c'est important. Et donc, en les rencontrant en amont, en échangeant avec les structures, éventuellement en allant visiter les structures, vous pourrez vous rendre compte des métiers qui sont disponibles, de la façon dont les structures travaillent. Et ça permettra aussi, en ce qui concerne le cahier des charges, d'avoir une réponse vraiment adéquate. Une entreprise adaptée ne va pas forcément pouvoir répondre à la totalité de votre besoin. Et donc, si le cahier des charges n'est pas rédigé correctement, bah, vous allez vous retrouver avec un marché infructueux. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter, en tout cas. L'idée aussi, c'est de communiquer vraiment, hein, à l'interne, à l'externe, avant, pendant, après. C'est important d'être dans la communication auprès des structures, hein, de bien échanger sur ce que vous attendez de vos prestataires. Et cette interconnaissance, finalement, va vraiment vous permettre de vous faire un carnet d'adresses des entreprises adaptées qui sont sur le territoire. Il n'y en a pas beaucoup en Île-de-France, hein, entre les EA et les EATT, ça représente 100 structures, donc ce n'est pas énorme. Et du coup, d'avoir vraiment cette visibilité des structures qui existent sur le territoire, ça va vous permettre de pouvoir vraiment cibler celles avec lesquelles vous allez pouvoir travailler. Et puis, en dehors de vos appels d'offres, hein, vous avez aussi la possibilité de faire du gré à gré, ce qui peut vous permettre au départ, si vous ne voulez pas vous lancer sur un appel d'offres tout de suite, bah, de voir comment travaille la structure et de pouvoir par la suite l'intégrer à des appels d'offres un peu plus conséquents. C'est vraiment, vraiment important, cette interconnaissance, d'échanger avec les entreprises adaptées sur le territoire. Ça vous permettra vraiment de bien caler le besoin et de bien cibler les structures qui pourront répondre à vos besoins. Il y a aussi à avoir en tête, hein, que l'entreprise adaptée ne se contente pas de rester sur un département. Alors, en fonction des activités, quand on est sur des activités un petit peu historiques, ou des métiers comme les espaces verts, la propreté, tout ce qui va être l'industrie, enfin le BTP, le second œuvre. Là, oui, on va avoir une logique territoriale, puisque d'être dans le 95 et d'aller dans le fin fond du 77 pour faire un entretien d'espace vert, ça n'a pas de sens. Voilà, donc sur ces métiers-là, vous allez avoir une logique territoriale. Par contre, sur des métiers comme le recyclage de vos déchets électriques et électroniques, bah là, il n'y a pas de sujet de territorialisation. Donc, il ne faut pas s'arrêter au seul territoire pour interroger les structures. Et surtout, il faut ouvrir les possibilités d'interrogation sur des métiers un peu différents, des métiers sur lesquels vous n'avez pas l'habitude d'aller. En tout cas, il ne faut pas vous interdire de rencontrer les structures pour vous donner des idées, de travailler sur de nouveaux marchés avec les structures du handicap. Et pour cela, bah, vous avez la possibilité, hein, de consulter l'annuaire en ligne sur le site de l'UNEA. Vous avez un onglet qui vous permet de sourcer les entreprises adaptées du territoire, hein. Donc, voilà, vous avez accès à toutes les structures qui sont sur l'annuaire et qui sont sur l'Île-de-France, notamment, ou sur d'autres régions si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, pour l'Île-de-France, vous pouvez toutes les retrouver sur l'annuaire. Voilà pour ce qui concerne la petite présentation côté UNEA. Merci beaucoup, Christelle. Est-ce que vous avez éventuellement des questions? Je n'ai pas de questions pour le moment. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec nous, on aura l'entreprise adaptée Les Jardins de la Sellerie, représentée donc par Delphine Ventor, sa dirigeante, et puis Jean-Yves Douguet, qui est responsable opérationnel sur la partie des métiers de l'espace vert, notamment. Très bien. Rebonjour à vous deux. Donc, vous allez nous faire un retour, je crois, sur un marché, hein, auquel vous avez répondu. Donc, bonjour, je me présente donc Delphine Ventor, je suis directrice d'un ESAT et d'une entreprise adaptée, donc tout à fait ce qu'expliquait Christelle auparavant, avec deux fonctionnements différents et une entreprise adaptée avec une activité pour l'instant principale liée aux espaces verts, création et entretien. Donc, je laisse
Donc, au niveau de cette activité espace vert, on a également une activité d'entretien de plantes d'intérieur, qui est une activité qui s'effectue en général concomitamment avec l'entretien d'espaces verts. Sur la partie création, en fonction des années, on sera sur un volume d'activité de 20 à 30, voire 40% sur la partie entretien, donc c'est le solde. La partie entretien s'effectue tant sur une clientèle privée, ça peut être du particulier pour des travaux ponctuels ou récurrents, et également sur alors majoritairement au sein de l'entreprise adaptée Les Jardins de la Sellerie, majoritairement sur le domaine public. Avec comme gros donneurs d'ordre le CAS de la ville de Paris, la PHP, RATP, voilà, c'est les principaux. Avec dernièrement l'obtention d'un marché auprès du ministère des Affaires étrangères que nous avions déjà depuis l'année 2000, donc sur l'entretien des 5 sites en possession du ministère. Et sinon, donc, du coup, pour expliquer, pour illustrer aussi ce que Christelle disait tout à l'heure, en espace vert, effectivement, ça ne vaut pas la peine d'aller de l'autre côté de Paris par rapport à nous qui sommes sur le 94. Donc, la première initiative qui a été faite il y a quelques années maintenant, c'était de créer un GME, un groupement momentané d'entreprises, entre entreprises adaptées, voire avec un ESAT, un GME solidaire, de façon à se répartir les marchés autour de l'Île-de-France et de façon à être force de proposition pour nos clients lors des appels d'offres. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire partout. Donc ça, c'était la première initiative qui a été faite. Et puis, puisque nous avions du mal à recruter des personnels en situation de handicap avec une connaissance en espace vert, on a sollicité donc notre ministère au niveau de l'entreprise adaptée, donc la DRIETS, qui a organisé une rencontre avec les chantiers d'insertion. C'est comme ça, en fait, qu'on a été amené entre nous, l'entreprise adaptée, et puis les chantiers d'insertion, à travailler ensemble, avec un chantier d'insertion en particulier qui se situe vraiment tout proche de nous. Et en fait, c'est deux mondes différents qu'on ne connaissait pas. Et vous avez des définitions, vous avez des sigles qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres sur le handicap. Et donc, on a appris à se connaître avec Confluence, qui est le chantier d'insertion avec lequel on a commencé à travailler. Et effectivement, nous avons créé aussi un GME avec Confluence de façon à répondre à un appel d'offres sur le département du 94 qui est le TGVAL. Et c'est un petit peu l'histoire que nous avons en commun, qui a mis beaucoup de temps. En fait, Confluence a beaucoup œuvré, justement, avec le PLI, avec tous les acteurs du territoire pour essayer de construire un travail vraiment commun en amont de cet appel d'offres, de façon à ce qu'on puisse répondre et voilà, et que ça soit adapté aussi à nous. Par exemple, il y a des choses qu'on ne savait pas faire et voilà, on l'a précisé dès le départ. Par exemple, on n'a pas d'architecte, nous, dans notre entreprise adaptée, on n'a pas d'architecte paysage, on ne sait pas faire. Donc, avec les forces de chacun et le chantier d'insertion et l'entreprise adaptée, on a construit ce travail de partenariat qui va commencer incessamment sous peu. C'est rajouté dans cet accord, en fait, pour diverses raisons, un autre chantier d'insertion qui est études et chantiers, voilà, qui est aussi sur un département limitrophe. Et donc, il y a deux chantiers d'insertion, Confluence, études et chantiers, et l'entreprise adaptée, les Jardins de la Sellerie sur le 94, qui vont répondre à ces appels d'offres. Voilà un petit peu l'expérience que nous avons. Et après, je vais laisser Jean-Yves expliquer un petit peu, et après, je vous expliquerai aussi
qu'est-ce qu'on a mis en place, nous, en interne, pour pouvoir répondre assez rapidement à des appels d'offres, parce qu'en fait, il faut être extrêmement réactif et avoir une bonne anticipation, sinon on peut passer à côté des marchés. Voilà. Alors, sur les appels d'offres, il y a une veille qui a été mise en place, que j'effectue moi-même, qui permet de déceler dans un premier temps. Alors, il y a une première recherche en fonction, bien sûr, du secteur géographique, qui permet, nous, de cibler tel ou tel intérêt pour tel ou tel appel d'offres. Par la suite, suite à cette veille, on va rechercher le dossier sur auprès de différentes sources. Ça peut être Maximilien, ça peut être AWS, ça peut être Place, enfin les multiples e-marchés, enfin il y a de multiples sources possibles. Suite à cela, on vérifie quand même nos capacités à répondre, voire même si l'appel d'offres n'est pas échu. Ça arrive de temps en temps qu'il y a des appels d'offres qui paraissent alors qu'ils ne sont plus d'actualité. Donc, il faut toiletter un petit peu tout cela de manière à pouvoir aboutir à quelques appels d'offres. Il y en a 2-3 par semaine, en gros, qui nous correspondent. Donc, ce qui fait quand même, sur l'ensemble de l'année, un effectif relativement important. Donc, par la suite, c'est aussi la dimension en soi de la sollicitation qui fait notre intérêt, comme je vous le disais tout à l'heure, ou pas. Alors, en termes de dimension, parfois, on fait appel à nos autres partenaires, type entreprise adaptée ou ESAT, pour répondre à ces marchés. Voire, depuis quelque temps, on fait des appels du pied aussi aux entreprises d'insertion, en fait, pour pouvoir constituer des GME. Sur ces GME, donc il y a une répartition qui peut se faire géographiquement. L'avantage d'un GME qui est instauré depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années, auquel on contribue assez régulièrement, c'est qu'on a un maillage sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France qui est assez intéressant, qui permet d'aller tant dans le 95 que dans le 77, 91, 94, 92, 78 et bien sûr Paris. Voilà. Dans le cadre d'un GME, donc on est dans un GME solidaire, ce qui est intéressant et ce qu'il faut prioriser, c'est d'avoir un interlocuteur pour la personne qui lance l'appel d'offres. C'est important parce que il faut qu'il y ait une concertation, une coordination dans les personnes qui font partie du GME, mais au moins pour le client, en fait, il n'y a qu'un interlocuteur. Et ça, c'est important, mais ça nécessite vraiment une confiance de travail parce que après, puisque c'est un GME solidaire, on se répartit les coûts, on se répartit l'organisation, on se répartit tout a été un petit peu étudié, s'il faut mettre une base vie, qui est-ce qui s'en occupe, en tout cas sur un chantier espace vert, bien évidemment. Donc voilà, ça demande une grosse coordination en amont. Et après, on fait en sorte qu'il n'y ait qu'une voix, c'est-à-dire qu'une personne qui soit l'interlocuteur privilégié, même si on connaît tous notre client, mais une personne qui soit l'interlocuteur privilégié, en tout cas pour le TGVAL. C'est un peu comme ça. Il y a des réunions de chantier qui se passent régulièrement, où on y est régulièrement, mais c'est toujours la même personne qui est l'interlocuteur avec le client. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur les GME et puis sur nos réponses aux appels d'offres. Donc, du coup, ce que l'on peut vous dire aussi, c'est qu'on s'est créé des outils pour répondre aux appels d'offres avec un dossier à envoyer parce que les appels d'offres sont pratiquement toujours les mêmes, on vous demande toujours les mêmes choses, on vous demande les certificats d'assurance, on vous demande le nombre de salariés que vous avez dans l'entreprise, on vous demande… enfin, les demandes sont tout à fait similaires, donc du coup on s'est créé une base de données en fait avec
tout ce qui est nécessaire pour répondre à l'appel d'offres et après, on modifie selon la demande. Si c'est une demande plus en création d'espaces verts, il y a des choses qu'on va enlever si c'est par rapport à notre dossier technique. Donc après, on adapte selon la demande, mais on a toujours en fait une base de travail pour pouvoir répondre assez rapidement aux appels d'offres parce que ça se fait souvent par informatique et du coup, il faut toujours penser que peut-être l'informatique ne fonctionne pas tout le temps comme on le souhaite. Donc, du coup, il faut anticiper et je dirais qu'une semaine avant, pour répondre une semaine avant à l'appel d'offres, c'est bien. Donc, quand on a un dossier qui est déjà tout prêt, où on a juste à faire des modifications, voilà, c'est une bonne chose, c'est un petit conseil que je peux vous donner parce que ça nous est arrivé des fois pour des problèmes informatiques de ne pas pouvoir répondre en temps et en heure. Voilà un petit peu les choses. J'aurais une petite question, Delphine, du coup, par rapport à cet atelier à tout close qui traite des marchés réservés. Est-ce que, donc, de votre côté, des marchés réservés, vous y répondez? Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières en tant qu'entreprise adaptée, justement, sur la réponse à ces marchés réservés ou pas? Est-ce qu'il y a des sujets, puisqu'on a des facilitateurs avec nous, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez un message à faire passer justement aux facilitateurs? Alors, je m'excuse, je suis un petit peu brute de décoffrage, mais pour les facilitateurs, des fois, lorsqu'on regarde les appels d'offres, on se dit, mais c'est vraiment extrêmement complexe. C'est pas simple du tout et c'est pas spontané pour y répondre. Il y a vraiment des choses qui sont compliquées, qui nous sont précisées des fois et je pense pas, en fait, plus c'est complexe à remplir, je ne pense pas que les personnes lisent la totalité de ce que l'on peut leur envoyer. Voilà. Parce que franchement, c'est très complet. On nous demande le temps qu'on va passer pour une création, combien d'équipes on va y mettre en amont. Il y a des choses qui sont extrêmement précises. Alors certes, il faut des éléments quantitatifs, j'en ai bien conscience, mais des fois, c'est vraiment, on nous demande les CV des personnes qui vont aller sur les chantiers. Or, nous, sur les espaces verts, on a des gens qui ont appris sur le terrain et qui n'ont pas forcément de diplôme. En termes de GPEC, d'ailleurs, pas de GPEC, en termes de RGPD, je ne suis pas sûre que ça soit tout à fait évident. Moi, ça me met un peu en difficulté quand on me demande les CV de nos personnels. Voilà un peu les freins que j'aurais. Des fois, je me dis, mais c'est extrêmement compliqué. Le dossier technique à remplir, en fait, il est changeant à chaque fois, donc il faut se réadapter à chaque fois. Et il y a des choses vraiment très précises. On a des acheteurs publics, peut-être qu'ils peuvent répondre, mais c'est effectivement les appels d'offres, sont très spécifiques. Ouais, il y a d'ailleurs deux questions. Est-ce que les exigences des mémoires techniques sont trop élevées et idem pour les critères? Alors, je ne sais pas si c'est parce que les exigences sont trop élevées. Je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que le fait de bien connaître les entreprises adaptées et leur métier vont vous permettre de rédiger le mémoire technique en fonction. Si vraiment vous voulez, ce que vous disiez par exemple Delphine, dans leur entreprise adaptée, ils n'ont pas d'architecte paysagiste. Donc forcément, si dans votre mémoire technique, ça fait partie des exigences du mémoire technique d'avoir un architecte paysagiste et d'être sur cette activité-là, c'est une OA qui ne pourra pas répondre. Et donc, de ce fait-là, vous risquez un marché infructueux. En fait, c'est ça qui est important, c'est de bien connaître le partenaire, le prestataire, en amont des appels d'offres, puisque maintenant, il n'y a rien qui vous empêche de rencontrer les structures. Et donc, de bien les connaître va vous permettre de bien rédiger le mémoire technique auquel pourront répondre les structures. Voilà. Dans les entreprises adaptées, il n'y en a pas tant que ça qui ont des architectes paysagistes. Il y en a quelques-unes qui en ont, mais c'est quand même pas la majorité. C'est un métier très particulier. Donc, voilà. Et puis, c'est des niveaux d'études. Et très clairement, les personnes en situation de handicap qui arrivent à faire des études, ils trouvent du travail avant d'être en entreprise adaptée. Ils n'ont pas de sujet
d'être en entreprise adaptée, souvent ces gens-là. Donc, les moutons à 5 pattes, si vous les recherchez dans le monde classique et que vous ne les trouvez pas, vous ne les trouverez pas en entreprise adaptée. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête. Les niveaux de qualification dans les EA sont bas. On a une majorité de personnes qui ont des niveaux infra-bac. Donc voilà, ce que vous disiez Delphine, hein, sur les CV, vous n'avez pas de formation, c'est de l'apprentissage sur le tas, c'est de la montée en compétences sur le tas. Donc ça, je pense que c'est important de bien connaître vos prestataires. J'en ai parlé là justement dernièrement lors d'un appel d'offres à l'acheteur. Je lui ai dit, mais je ne vois pas en quoi le CV va vous apporter quelque chose avec le diplôme. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est une entreprise adaptée, spécialisée dans tout ce qui est espace vert. Elle me disait, vous me dites juste l'expérience que vous avez. Et je me dis, mais voilà, nous, effectivement, ça nous est arrivé parfois de demander à des acheteurs de venir ou même des fois de les aider dans le cahier des charges à faire, à rédiger. Et je trouve que c'est plus constructif, effectivement, parce que quand on ne se connaît pas, forcément, on ne peut pas demander les bonnes choses, en tout cas. D'où l'importance peut-être en phase sourcing. Oui, voilà. On participe aussi en phase de sourcing. Hein. L'autre jour, on nous a demandé, c'était la SNCF qui nous demandait de nous présenter, on l'a fait en visio comme ça, d'expliquer qui on était et quelles étaient nos possibilités. Et je trouve que c'est bien d'avoir eu cette démarche, en tout cas de leur part, oui. Je voulais aborder, si vous permettez, aussi en amont de la réponse à l'appel d'offres. Il s'avère parfois que certaines modalités, en quelque sorte de visite ou autre, par exemple, une seule visite imposée, c'est un peu restrictif en quelque sorte, en termes de visite obligatoire. Parfois même, les interlocuteurs n'ont comme consigne de ne pas s'exprimer sur les modalités techniques. Donc, il s'avère que c'est un petit peu délicat aussi de répondre au mieux à cette demande et donc d'aboutir par une réponse parfaite à l'appel d'offres. Et puis, d'autre part, sur certains sites, on a parfois des notions de remise en état, par exemple, qui ne sont pas stipulées, donc alors qu'il y a réellement une remise en état préalable à faire avant même de passer à l'entretien récurrent. Et puis, souvent dans la réponse, par exemple, à un DPGF, il n'y a pas de quantitatif, alors qu'on s'aperçoit quand même que l'établissement existe depuis de longues années. Très souvent, il pourrait abonder sur ces quantitatifs-là, et donc au niveau du DPGF, et par la suite aboutir à quelque chose de plus pertinent, en quelque sorte, sans avoir parfois même la possibilité d'estimer, parce qu'en fait, il y a une visite qui se fait sur un temps défini et il n'y a pas la possibilité de revenir pour faire des maîtrises. En fait. Et tout cela donc concourt à une réponse qui est un petit peu… donc on essaie d'affiner au mieux possible, mais on reste un petit peu dans le flou très souvent. Je pense que ça, c'est effectivement des précisions qui sont importantes à donner côté acheteur. On va juste, je pense, devoir clôturer parce qu'on a encore deux autres interventions. Il y a une question. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, il y a encore une question voilà. Avez-vous quelques exemples de marchés publics que vous avez remportés? Oui. Le ministère des Affaires étrangères. Il y a le ministère des Affaires étrangères, la PHP. La préfecture de région Île-de-France. D'accord. La préfecture de région Île-de-France. SNCF. La SNCF. Oui. Qu'est-ce qu'on a encore Oui, donc les marchés publics, voilà, vous avez l'habitude. Alors, marché public ou pas, après, on a par exemple les caisses d'épargne. On a… dans nos clients, on a des marchés publics, on a des grosses entreprises, on a des petites PME et on a un petit peu de particuliers. Ok.
Donc là, il y a un acheteur qui répond, voilà, qui vous précise voilà, quand vous répondez sur un marché public, sur une plateforme, effectivement, ne pas hésiter à poser des questions. Ensuite, l'acheteur, vous savez, dans le cadre de l'égalité de traitement tout à dans la fait. commande publique, voilà, fait à une fait. réponse qui s'adresse à, voilà, qui est publiée, qui est accessible à tout le monde, mais surtout, n'hésitez pas, voilà, comme tout à l'heure, là, vous aviez, voilà, il y a des précisions, parce qu'effectivement, répondre à un appel d'offres, c'est assez dense. Donc, Oui, c'est dense. surtout, voilà, c'est C'est une complexe. recommandation. Et c'est vrai que en termes de temps, des fois, on ne prend pas le temps de poser les questions. Il a raison de préciser ça. Parce qu'en fait, nous, on a quelques alertes sur différents sites. Et donc, du coup, tout de suite, on télécharge pour pouvoir répondre au plus vite, en fait. Et c'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps parce qu'on télécharge les documents à compléter et on ne prend pas toujours le temps de poser les questions à ce moment-là, en fait. En plus, les difficultés, je dis, mais c'est des fois pas simple. Les difficultés informatiques, c'est que des fois, il faut utiliser Java, des fois, il faut utiliser la signature électronique, des fois, il faut… Et en fait, chaque marché fonctionne avec son système et c'est pas toujours évident parce qu'on est obligé de s'adapter à chaque système différent. Oui, des plateformes qui fonctionnent. Les plateformes sont… Voilà. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. S'il n'y a pas… Alors, il y a une précision de Madame Vallet. Sciences Po va bientôt relancer son marché d'entretien des espaces verts pour information avec une clause sociale. Nous aimerions beaucoup vous y retrouver. Donc, avec grand Sciences plaisir. Po publie sur achat public. Sur place, nous, on regarde sur place, Maximilien. Voilà, on a plusieurs sites de référence. Merci beaucoup à vous tous. J'espère qu'on a pu vous éclairer un petit peu et je souhaite qu'on puisse continuer à se rencontrer en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante. Et voilà, on communiquera vos coordonnées voilà, à nos participants. Avec plaisir. Merci Christelle et merci les Jardins de la Sellerie. Merci. Merci. Vous pouvez rester, il n'y a aucun souci. Maintenant, le micro. Maintenant, on va laisser voilà, la parole au Graphi à Mehdi pour marché voilà, réservé, structure de l'insertion par l'activité économique, les SIAE. Donc, comme le modèle précédent, donc intervention du réseau, du réseau francilien de l'insertion par l'activité économique, et avec une double voie qui sera une entreprise d'insertion. Je te laisse la main sur ton support, Mehdi. Je viens de te l'envoyer parce que là, je ne le vois pas quand je clique sur partager. Ah, c'est bon, j'ai compris pourquoi. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est très bien, on voit. Ok. Je pense que tout le monde voit. Donc effectivement, merci d'avoir choisi un témoignage justement qui fait un GME, un groupement entre une entreprise adaptée et des chantiers d'insertion. Ça, c'est assez intéressant. Exactement, et c'est des démarches qu'on essaye d'encourager aussi pour éviter un peu de percevoir le handicap et l'insertion comme des entités concurrentielles, on va dire, pour ne pas employer le mot secteur, parce que c'est vrai que Christelle n'aime pas qu'on dise secteur, et c'est vrai. Voilà, donc nous, on représente l'insertion par l'activité économique en Île-de-France. Je m'appelle Mehdi Nekrouf, je suis chargé de mission achat socialement et écologiquement responsable. Je vais vous présenter dans un premier temps, ça va être plus simple, ce que font les structures d'insertion par l'activité économique et ce qu'elles sont. Vous voyez mon écran là? Oui. Donc, c'est important de rappeler que les structures d'insertion, comme les entreprises adaptées, les ESAD, font partie de la famille de l'économie sociale et solidaire, qui s'est vraiment structurée juridiquement avec la loi Benoît Hamon de juillet 2014. C'est important de rappeler aussi que les structures d'insertion, donc entreprises d'insertion, chantiers d'insertion, etc., sont un peu différentes quand même des ESAT et des EA.
et il faut dire ça aux acheteurs pour éviter de temps en temps de se dire, enfin moi il m'arrive des fois de poser la question, connaissez-vous l'insertion? On me dit oui, très bien, je travaille avec un ESAT. Voilà, donc c'est deux choses un peu différentes. Dans les entreprises adaptées, les ESAT, vous avez des travailleurs en situation de handicap et des personnes plutôt qu'on appelle défavorisées dans l'insertion. Donc ces personnes défavorisées, bon, c'est pas très beau, mais c'est comme ça. Ce sont des personnes qui sont au chômage depuis longtemps, depuis plus d'1 an, voire 2 ans, qui n'ont pas de formation, qui n'ont jamais travaillé, notamment je pense aux jeunes de moins de 25 ans. Vous avez la liste dans le Code du travail. Ça, je pense que vous connaissez cette liste puisque on la voit souvent dans les marchés. Les structures d'insertion ont une activité support à un projet social. Ça, c'est très important. Le projet social en lui-même, c'est vraiment fondamental. Vous avez les personnes donc très éloignées de l'emploi qui vont être envoyées dans une structure d'insertion par Pôle emploi, par la mission locale, par l'EPI, l'école de la deuxième chance, etc. Donc des prescripteurs agréés. Et quand elles vont arriver, ces personnes, on va faire un peu un diagnostic de leur problématiques sociales, difficultés concernant le logement, la santé, la mobilité, la garde des enfants, etc. Donc il y a pas mal de freins qui font que ces personnes ne parviennent pas à retrouver du travail dans une entreprise classique. Et au sein d'une structure d'insertion, elles vont avoir cet accompagnement, des personnes vraiment investies, dédiées à résoudre leurs problématiques sociales et en même temps à construire un projet professionnel qui va de faire un bilan de compétences dès l'arrivée, de voir quelles sont les formations nécessaires. Ça peut être des formations en langue, ça peut être des formations pour le permis de conduire par exemple, si la personne veut travailler dans la logistique. Ça peut être aussi comment regagner confiance en soi en faisant du théâtre. Il y a beaucoup d'exemples. Et on fait signer à la personne un contrat à durée déterminée d'insertion, un CDDI. Minimum, en général, c'est 1 an, voire jusqu'à 2 ans, renouvelable. Et la personne va apprendre en situation de travail et en même temps développer des blocs de compétences, des certifications à l'extérieur pendant le parcours auprès d'organismes de formation partenaires de la structure d'insertion. Et bien entendu, l'objectif, c'est de faciliter le retour sur le marché du travail classique. Il faut rappeler aussi que les entreprises d'insertion, les structures d'insertion de manière générale, entretiennent des relations avec les entreprises et les collectivités de leur territoire. Elles sont souvent conventionnées, par l'État et par les DETS, les UD dans les départements. Voilà. Pour vous y retrouver, au niveau des structures d'insertion, vous avez 2 grandes catégories, celles qui produisent des biens et des services et celles qui mettent à disposition du personnel. Donc, la production de biens et services, vous avez les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion. Pour la mise à disposition de personnel, les entreprises de travail temporaire d'insertion et les associations intermédiaires. Alors, les petites subtilités, c'est que les chantiers d'insertion, vous avez des personnes les plus éloignées de l'emploi. Il y a des freins qui sont importants. Les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d'insertion, des personnes qui ont moins de freins à l'embauche, on va les placer donc, dans des collectivités, ils vont faire des services à la personne comme du repassage, entretien de jardinage, faire des courses, etc., de la carte d'enfant. Donc on a moins de freins à ce niveau-là. Et au niveau de la parité homme-femme, 60% d'hommes, 40% de femmes. Dans les ETTI, on a 90% d'hommes, 10% de femmes. Et ça s'explique par notamment le fait que c'est souvent des marchés de travaux, des activités de BTP. Donc c'est important de diversifier aussi les secteurs d'activité, comme ça a été dit auparavant, pour faciliter, pour avoir un peu une parité homme-femme. Et puis aussi encourager les salariés en insertion à avoir du sens dans ce qu'ils font, valoriser ce qu'ils font. Donc, en étant partenaire des structures d'insertion, vous motivez aussi les salariés, vous donnez du sens à ce qu'ils font et
et les encadrants techniques sont très contents de faire travailler leurs salariés sur des projets qui ont vraiment du sens. Donc, vous participez à la lutte contre le chômage et les exclusions en vous associant aux structures d'insertion. Vous pouvez aussi recruter sur des secteurs d'activité en tension et vous engager dans une démarche d'économie circulaire, puisque les structures d'insertion, depuis de nombreuses années, ont démontré qu'elles étaient précurseurs. Je pense notamment aux recycleries, aux ressourceries, tout ce qui est fait dans le secteur textile, notamment l'éco-construction, etc. Le Graphi, donc nous, on est un interréseau composé de 5 réseaux qui sont indiqués ici. La Fédération des acteurs de la solidarité, Chantier École Île-de-France, CORAS, Fédération des entreprises d'insertion et le mouvement des régies. Vous avez soit des réseaux qui vont représenter de manière générale un seul type de structure d'insertion, c'est par exemple Chantier École avec les chantiers d'insertion, la Fédération des entreprises d'insertion qui fédère les entreprises d'insertion et aussi les ETTI, et vous allez avoir des réseaux un peu généralistes comme CORAS et la FAS qui représente un peu une pluralité d'acteurs. Donc notre interréseau fait de la sensibilisation et du plaidoyer en faveur de l'insertion par l'activité économique. On a un plan d'action assez complet qui vise à soutenir les porteurs de projets à développer leur structure, à les créer aussi, bien sûr, et professionnaliser les salariés permanents comme les salariés en insertion. Donc les dirigeants, accompagner les chargés d'insertion socio-professionnelle à se professionnaliser parce que accompagner des publics en difficulté, ça nécessite des compétences particulières, etc. Il y a aussi dans nos missions le fait d'accompagner les structures d'insertion au marché public. Et donc ça, c'est mon travail, et de répondre à des besoins de recrutement dans des secteurs en tension. On a une mission qui s'appelle la mission Passerelle, SIAE Entreprise, qui vise à accompagner des donneurs d'ordre, des collectivités, des entreprises à recruter des personnes. Sur les achats responsables, dès la survenance du besoin jusqu'à la rédaction des pièces, donc en amont des consultations, on peut vous aider déjà à identifier les besoins, les marchés grâce aux programmations d'achat que vous avez, donc identifier les marchés qui peuvent être fléchés vers les structures d'insertion. On essaye souvent aussi de favoriser les rencontres, le sourcing notamment, qui est encouragé par le Code de la commande publique. On va aider aussi à choisir un peu la stratégie d'achat responsable avec vous et vous partager des pièces de marché, à titre d'exemple, des BPU pour des marchés d'insertion, par exemple, des choses comme ça, car on a quand même une base assez importante de documents. En phase de consultation, on va appuyer votre publicité, puisqu'on a fait du sourcing avec vous, normalement. On va mobiliser aussi les SIAE et les accompagner à répondre, les coordonner en groupement. Ça, c'est vraiment la phase d'accompagnement d'instruction d'insertion, dans l'idée d'avoir des réponses de qualité, que les pièces, que les attentes documentaires soient là, qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Et on propose aussi aux donneurs d'ordre, de temps en temps, de faire des retours d'expérience en fin de procédure. Au niveau des secteurs d'activité historiques, vous connaissez les espaces verts, le nettoyage, le second œuvre. On a des secteurs d'activité en très forte croissance, la restauration, le maraîchage, l'économie circulaire. Donc ça, c'est les B3E, la gestion des déchets industriels banals, l'économie circulaire dans le textile aussi, pas mal de choses. Le transport, la logistique, le conditionnement, la logistique inversée aussi, ça c'est suite vraiment à toutes les commandes e-commerce actuellement qui connaissent un gros boom, et des secteurs d'activité innovants comme le web, la création de sites web, la prise de son, la réalisation de vidéos, la confection d'articles textiles limités ou en grande série, et des services au bien-être des salariés,
comme la conciergerie d'entreprise, par exemple. Voilà. On a un annuaire des structures d'insertion que vous pouvez retrouver sur notre site, qu'on essaye de mettre à jour en permanence. Vous avez des chiffres d'affaires, certains chiffres d'affaires qui sont indiqués, les expériences, les références des marchés publics en montant et en client, des plaquettes aussi. Si j'ai encore un petit peu de temps, je voulais vous parler, vous donner l'exemple de filières d'insertion par l'activité économique qui sont animées par le GRAFI. Donc là, j'ai pris 3 exemples. Le premier exemple, c'est la filière textile qui est animée par la Fédération des acteurs de la solidarité. C'est 46 structures d'insertion qui sont référencées en Île-de-France, qui ne demandent qu'à avoir davantage de marchés publics, avec un peu plus de clauses qui leur permettraient de répondre et de se regrouper. Donc, les activités concernent l'entretien du linge, la couture, le reprisage, tout ce qui est nettoyage à sec, blanchisserie. Il y a aussi beaucoup d'activités en confection, la confection de pays, de goodies, beaucoup d'activités aussi, comme je disais tout à l'heure, en économie circulaire, c'est-à-dire à base de chutes textiles, on va produire des accessoires de mode, on va produire des coussins, par exemple, des éléments d'ameublement, décoration d'intérieur. Là, avec un pneu, vous connaissez peut-être, on peut faire un pouf, donc c'est le pnouf. On peut faire aussi des bâches, avec des bâches, on peut faire des sacoches pour vélo, on peut faire des sacs à main, des tote bags, etc. Donc, j'ai cité quelques structures. Donc, vous avez les Emmaüs, le mouvement Emmaüs avec leur studio, les résilientes d'Emmaüs Alternatives, l'atelier Emmaüs, etc. Je vois que le temps file, donc je vais pas tout citer. Je voulais vous parler aussi de numérique, parce qu'un enjeu important, c'est de, pourquoi pas faire des marchés réservés au numérique. J'en ai jamais vu. J'en ai pas vu en 1 an et demi au Graphi, j'ai pas vu de l'eau réservée aussi, mais il peut y avoir de la création de sites web avec des structures d'insertion qui démontrent qu'elles sont vraiment en capacité de faire de très belles choses. Je pense à Columbus, je pense à Permis de vivre la ville, je pense à Lilo. Vous avez des structures qui font aussi des podcasts, Making Waves par exemple, avec des salariés en insertion. Réseau social, créer un logiciel, un peu un CRM pour accompagner les structures d'insertion, accompagner les publics en insertion. Copro-Technique fait de la reprographie, et aussi vous avez toute la partie D3E, des structures qui vont disséquer les ordinateurs, les réparer, les revendre. Donc vous pouvez vous approvisionner notamment avec la loi AGEC en matériel reconditionné, avec quelques structures que vous avez ici. Pour finir, et pour faire peut-être une transition avec la suite, au niveau de la filière cycle, qui est animée aussi par Chantier École, on a des grandes activités comme le reconditionnement et l'entretien, la réparation de vélos, avec de nombreuses structures impliquées. Vous avez des structures qui font de la formation auprès de salariés pour devenir mécanicien vélo. Il y a énormément de besoins là-dedans. Et il y a eu l'école des métiers du vélo qui a été créée notamment par Études et Chantiers d'ailleurs, qui a été cité tout à l'heure, Carton Plein et La Petite Roquette. L'animation, donc, c'est sensibiliser les gens sur les vélos et la conduite, comment faire attention quand on est à vélo dans la rue. Donc, il y a des vélos-écoles. Et il y a aussi faire des ateliers animés, je dirais, d'auto-réparation, de sensibiliser des usagers à apprendre à réparer leurs pièces. Et c'est souvent de la réparation commentée. La cyclo-logistique, pour finir, avec des déménagements, du transport de produits d'épicerie fine, de maraîchage, de presse, que vous pouvez aussi solliciter pour toutes vos opérations en entreprise ou en collectivité. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si Erika. Merci Mehdi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, je ne vois pas de questions pour le moment.
Donc, on peut peut-être laisser la parole à l'entreprise d'insertion. Bonjour. Donc, Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Laetitia Crouzet, je suis chargée de développement économique pour le collectif des régies de Paris. Donc, pour vous parler un petit peu côté marché, alors, je vais reprendre juste la présentation. Nous, on est... alors, je ne sais pas si Mehdi, tu partages la présentation ou si je le fais. Normalement, vous la voyez, Erika, toujours là? Là, on voit. Oui, non, on voit bien votre... Alors, oui. Non, c'est bon, c'est à la suite de la tienne, hein, de ta présentation, Mehdi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Parfait. Alors, nous, les régies de quartier, on est organisés en différentes structures. C'est-à-dire qu'on a le mouvement des régies qui est la tête de réseau des régies de quartier. On a 130 régies de quartier de territoire en France. On a le collectif des régies de Paris, donc ça, c'est là où je suis actuellement. Enfin, je travaille pour le collectif des régies de Paris. Donc, en fait, les régies de quartier, c'est des structures indépendantes et on est vraiment des experts du territoire, c'est-à-dire qu'on est localisé sur des territoires, sur parfois des quartiers politiques de la ville et qu'on travaille sur des économies locales, micro-locales. Et à Paris, il y a 9 régies de quartier. Et dernièrement, on a eu, il y a déjà beaucoup d'échanges entre les régies, mais le but de se former en collectif, c'est aussi de faire beaucoup plus d'échanges de pratiques, de mutualiser nos ressources, de porter des messages communs auprès de nos partenaires, en tout cas sur Paris, parce que c'est déjà fait au niveau national par le mouvement des régies. Mais aussi sur Paris, c'est de répondre à des marchés publics ensemble. Pour faire le focus un petit peu sur la régie de quartier Paris-Centre, qui a répondu au marché cycle. Donc, la régie de quartier Paris-Centre intervient sur les territoires de Paris-Centre, 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement. Et il y a deux grands pôles au sein d'une régie, donc dans la régie de quartier Paris-Centre aussi. On a d'un côté le pôle insertion, comme l'a expliqué Mehdi, qui est donc l'accompagnement des personnes qui répondent aux critères de l'insertion. Et de l'autre côté, le lien social. Donc ça, c'est vraiment une spécificité qu'on aime bien développer au sein des régies et qui concerne vraiment tout ce qui est amélioration du cadre de vie des habitants, faire des projets avec et pour les habitants. Et parfois, on a un peu des porosités entre le lien social et l'économique. À la régie de quartier Paris-Centre, on a donc des gros pôles d'activités nettoyage, espace vert et dernièrement vélo. Donc l'activité vélo est assez récente puisqu'elle a moins de 2 ans. Et sur tout ce qui est lien social, on va avoir un jardin partagé, on va avoir une bricothèque, un compost de quartier. Et on crée aussi des activités, enfin des événements vélo, comme par exemple des bourses au vélo ou des activités autour du vélo. Donc, il y a toujours en fait ce lien entre le lien social et l'insertion. Pourquoi il y a eu cette création d'activités autour du vélo? Parce qu'à la régie de quartier Paris-Centre, on s'est rendu compte que c'était quand même une activité qui était en demande. Les habitants sont assez en demande de tout ce qui est réparation vélo, acheter des vélos. Et il y a eu cette réflexion parce qu'on voulait développer une nouvelle activité. Et en faisant en fait une étude de marché, on s'est rendu compte que le vélo, c'était quelque chose qui était une demande des habitants. Donc, pour expliquer un petit peu, les régies de quartier, on développe des choses autour de la demande des habitants. On essaye que justement les activités ou les projets viennent des habitants et que nous, on les mette en place. Donc, la boutique vélo a été inaugurée en septembre 2022.
21, pardon. Et ensuite, on a donc cette boutique vélo, elle fait prestation de réparation vélo, vente et vélo d'occasion. Et on a répondu à un marché, un marché réservé sur les cycles qui s'appelle Maintenance des cycles enfants de la ville de Paris, qui était une procédure d'appel d'offres ouvert et qui était ouvert à justement tout ce qui est ESAT, EA, SIAE, ouvert à tous. Le mode opératoire, c'était des bons de commande sur une durée de 2 ans et d'un montant qui peut aller entre 5 000 et 50 000 euros. Donc, on ne sait pas forcément combien seront les retombées économiques à la fin du marché, mais on a une fourchette et on peut avoir des bons de commande au fil de l'eau, on va dire. Donc, les devis des prestations, ça a été il y a maintenant un peu plus de 6 mois. Et comment fonctionne le marché? C'est-à-dire qu'on a un établissement scolaire de la ville de Paris qui va nous dire on a besoin de réparation de vélo. On va faire une première visite chez eux, voir ce qu'il y a besoin comme pièces nécessaires pour pouvoir faire la création du devis. Ensuite, avec le devis, il y a une validation de la prestation, un passage pour la réparation et une validation de la fiche de passage de réparation. Donc, c'est comme ça que se fait le suivi des commandes. Et pour le moment, il n'y a pas de bilan qui est fait parce qu'on n'est pas encore à la fin du marché, mais il y a quand même un suivi qui est fait après chaque commande. Pour la régie de quartier Paris-Centre, les retombées positives, c'est que ça a permis en fait de créer des nouveaux supports d'insertion pour des métiers comme mécanicien cycle. Et c'est assez bénéfique parce qu'habituellement, sur l'insertion, on est plutôt sur du nettoyage, des sorties d'ordures ménagères, des entretiens de voirie. Et c'est bien de pouvoir diversifier un peu les métiers, notamment parce que ça crée vraiment un emploi qui peut être sur une logique de parcours, en fait, pour nos salariés. Donc, on a un chef d'équipe et 2 salariés en parcours d'insertion actuellement. Pour la création de la boutique vélo, il y a eu la formation des salariés de 3 mois avec justement études et chantiers qui a été cité un peu plus haut. Et ce marché, en fait, il permet la consolidation d'un modèle économique autour de l'atelier de réparation. Parce que les premières années, c'est toujours un petit peu difficile, évidemment, avec les débuts des activités. Donc, voilà, c'est à peu près ça pour tout ce qui concerne le marché. Sur l'adéquation du marché au contexte local, donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce marché, il a permis de réunir plusieurs acteurs. On trouve que quand même, il y a vraiment une bonne adéquation entre ce qui a été proposé et les besoins locaux du territoire. Après le Covid, il y a eu un état des lieux et comme je disais auparavant, la demande vélo était forte, donc ça correspond vraiment à plusieurs besoins. Un besoin écologique par les mobilités douces, un besoin local des habitants sur l'augmentation de prestations et d'offres concernant les cycles sur le territoire, un besoin social par la création de nouveaux emplois en tension et en particulier la création de métiers mécaniciens cycles en insertion. Donc, comme je disais, pour nous, c'est vraiment un bon support d'insertion. Et un besoin politique parce que la ville de Paris met en place un plan vélo. Il y a toute une réflexion autour de avoir plus de place pour les mobilités douces et à terme avoir moins de voitures sur Paris. Donc, il y a vraiment une pertinence du projet, c'est-à-dire du marché avec les acteurs locaux, avec les besoins territoriaux, un bon ancrage sur le territoire. Et c'est aussi ce qui a fait qu'en fait, le marché a été fructueux parce que ça correspond à une véritable réflexion. Voilà. Et ensuite, sur ce marché, donc, nous, on a trouvé qu'il était, enfin, la régie de quartier Paris-Centre, on trouve qu'il est quand même bien fait parce que ce qu'on a pu remarquer en répondant au marché, c'est que
on avait des acheteurs qui étaient déjà informés et sensibilisés. Ils avaient vraiment une grille de lecture focalisée sur tout ce qui est EA, ESAT et SIAE et qui prend en compte en fait les spécificités de l'insertion. Parfois, sur certains marchés réservés, on peut voir que on a l'impression en fait que c'est des copier-coller de marchés classiques. Et la particularité des marchés réservés, c'est vraiment qu'il y a un besoin de penser le marché en fonction des spécificités de l'insertion, parce que pour le coup, c'est pas vraiment la même logique. Donc là, avoir des acheteurs qui étaient déjà informés et sensibilisés, c'était vraiment, ça montrait des bonnes connaissances, des bonnes recherches en amont de la part des acheteurs. Il était bien dimensionné, bien rédigé, c'est-à-dire que c'était un marché de taille petite à moyenne, donc qui correspond en fait aux structures de l'insertion, et qui était alloti en 2 lots, donc un intramuraux et un banlieue. Donc la régie de quartier Paris-Centre a répondu pour le lot intramuraux. On sentait qu'il y avait une bonne connaissance des acteurs, des parties prenantes, que sûrement en fait les acheteurs ont dû faire des recherches, du sourcing sur les acteurs du territoire qui sont sur les activités cycles. Et après, le seul axe d'amélioration pour nous, c'était la difficulté d'identification des interlocuteurs. Donc, on avait en fait plusieurs interlocuteurs. Ça a mené un petit peu à un retard dans l'organisation et dans le début des prestations, parce qu'on sentait que parfois, il y avait des bénéficiaires qui n'avaient pas connaissance du marché, mais après, ça s'est résolu assez rapidement. C'était le seul axe d'amélioration. Et enfin, donc, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'un marché adapté à l'insertion en termes de facteurs de réussite, c'est vraiment une bonne phase de sourcing, c'est-à-dire une interconnaissance des acteurs, une connaissance en fait du secteur, comme disaient justement les intervenants précédents, que mieux on connaît les destinataires du marché et mieux le marché est rédigé. Et quand il y a pas mal d'échanges dans la phase de sourcing, ça permet aussi que les SIAE et les ESAT et EA puissent faire des retours, parce que c'est vraiment notre expertise, en fait, ces domaines d'activité, les publics qu'on suit. Et avoir des échanges et pouvoir expliquer ou comprendre entre qu'il y ait une bonne compréhension des acteurs, c'est important. Une connaissance des spécificités des marchés réservés, donc la construction du marché, la rédaction des clauses, et qui soit bien alloti aussi, c'est-à-dire qu'un marché trop gros, on peut forcément moins bien y répondre. Les structures facilitatrices sont vraiment aussi un support, donc tout ce qui est EPEC, Pôle achat responsable de la ville de Paris, Graphie, donc qu'il y ait ces acteurs autour de la table, ça permet aussi que le marché fonctionne bien. Et puis ensuite, ce qu'on peut encourager, c'est évidemment les échanges de pratiques entre les donneurs d'ordre qui ont mené des marchés fructueux, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a des marchés qui sont vraiment bien rédigés et d'autres qui sont plus, on sent qu'ils sont plus éloignés de tout ce qui est SIAE, EA et ESAT. Donc, peut-être que plus d'échanges de pratiques entre les donneurs d'ordre sur ce qui a marché, sur comment ils ont rédigé le marché, sur la logique du marché réservé qui est évidemment différente du marché des marchés des entreprises classiques. Je pense que ça peut aider. Donc, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions sur la plateforme. Erika? Oui. Juste, merci Laetitia pour ton témoignage. Juste pour dire 2 mots, on organise un webinaire dans 1 mois, le 11 mai.
Je vais vous mettre le lien dans la messagerie. Le webinaire est intitulé RSE, renforcer votre engagement sociétal avec l'insertion par l'activité économique. On viendra un petit peu sur les spécificités des structures d'insertion et sur tous les partenariats possibles, importants, intéressants, avec notamment, il y aura Transilien SNCF, le conseil départemental de l'Essonne, la ville de Paris, etc. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Je remettrai le lien d'inscription. Ouais. Okay. Je ne vois pas de questions. Alors, merci beaucoup, Laetitia, pour votre intervention. Merci à vous. On finalise juste une petite question de réglage pour passer la parole au troisième intervenant, qui là, en l'occurrence, est un côté acheteur, hein, acheteur public. Je ne sais pas comment tu veux, Stéphane. Sinon, je te laisse mon PC. Pour partager le... Tu me l'envoies. On finalise juste le réglage. Pas de problème, je fais un peu de réclame en attendant. Excusez-moi. Je vais intervenir comme ça. J'ai ton document pour le partager. Là, vous ne voyez pas de document? Non. Tu entends? Vous nous entendez? Oui, oui. C'est que t'as le son coupé. Ah oui. Ah oui, parce que... Sinon, je me déconnecte et tu... Mais c'est juste de vous... Voilà, on va vous partager un document. Excusez-moi. Je vous fais juste patienter quelques instants, temps de retrouver le document. Oui. Je suis là. Que je te le partage, je l'ouvre. Bien sûr. Vous...
C'est bon pour vous? C'est bon, vous voyez bien le document? Oui. Super. Bon, excusez-moi. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, excusez-moi pour le contretemps. Je suis Stéphane Marcignac, donc de la région Île-de-France. Je suis chargé de mission achat responsable. Ça veut dire que la région a dévolu un poste sur l'achat responsable pour intégrer des considérations sociales et environnementales dans les marchés publics. Donc, la région a une politique achat responsable. Donc, légalement, voilà, les collectivités doivent mettre en place ce type de politique. La région a adopté un schéma des achats responsables pour 2022-2028. Et ce qui concerne les considérations sociales, on a fixé des objectifs au regard du plan national des achats durables avec un objectif d'intégrer 30% de considérations sociales dans les marchés. Alors la définition, je vous renvoie sur le PNAD, mais c'est une définition large. Et dans cet objectif-là, donc, on aide ce qui est attendu sur les considérations sociales, il y a les marchés réservés. Donc, je trouve intéressant de rappeler voilà, la genèse du marché réservé. Donc, la genèse, elle date de bien avant 2014, mais de 2004. On la retrouve dans la directive européenne également de 2014. Et dans les commentaires de cette directive, il est rappelé, en fait, il est bien indiqué que pourquoi ça existe des marchés réservés. C'est pour vraiment faire accéder des structures du handicap. Alors initialement, en 2004, c'était les structures handicap pour lesquelles on pouvait faire des marchés réservés. Depuis 2014, c'est étendu aussi aux structures d'insertion par l'activité économique. Donc pourquoi l'existence de ces marchés réservés? C'est que, comme le dit la directive, de tels ateliers ou entreprises pourraient ne pas être en mesure de remporter des marchés dans des conditions de concurrence normales. Voilà. La plupart de ces structures-là, leur objectif premier, c'est donner de l'emploi, du travail, voilà, comme c'est indiqué, hein, de l'emploi, du travail, afin de contribuer à l'insertion dans la société, et constituer des éléments essentiels pour garantir l'égalité des chances pour tous. Donc, que ce soit les ESAT, les EA, les structures d'insertion par l'activité économique, les chantiers d'insertion, comme l'a dit Mehdi, hein, les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, les ETTI et les associations intermédiaires, toutes ces structures de l'économie sociale et solidaire, elles ont vraiment une vocation première, une vocation sociale. Donc, si vous les mettez en concurrence avec des entreprises classiques, sur le marché classique, il y aura de fortes chances pour qu'elles ne gagnent pas de marché public. Et donc, c'est bien ce qu'a rappelé la directive de 2014. Et c'est pourquoi, dans le Code de la commande publique, vous avez plusieurs types de marchés réservés. Donc là, moi, je vous ai mis les trois grands articles auxquels nous, on fait référence à la région. Il y a d'autres encore articles pour réserver un certain type de structure l'ESS. Mais nous, en fait, on recourt à la région à ces articles-là. Donc, vous avez un article L2113-14 qui réserve le marché au SIAE, à la fois au SIAE, à l'insertion, et au handicap, ESAT. Et après, vous avez deux autres articles qui réservent soit aux ESAT, EA, soit au SIAE. Donc, en fonction, et on a parlé beaucoup de sourcing, en fonction de votre besoin, du secteur d'activité, de votre stratégie, vous pouvez choisir tel ou tel article pour réserver un marché aux structures de l'économie sociale et solidaire. Donc nous, à la région, en fait, je vais peut-être donner un petit contexte, parce que ce qui est intéressant de voir chez nous, c'est que
je dirais que voilà, ça ne fait, il n'y a rien d'évident pour nous, région. On est une grande administration, une grande collectivité, et donc il n'y a rien d'évident à réserver un marché. On a des directions opérationnelles qui passent des marchés. Pour autant, dans notre organisation, je l'ai indiqué, voilà, dans notre organisation, on a un pôle achat qui centralise la gestion de prévisionnelle de 800 marchés. C'est-à-dire que chaque année, en fin d'année, il y a une revue avec toutes les directions opérationnelles des marchés à passer pour l'année à venir. Et donc, tous les marchés sont listés avec les directions opérationnelles. Donc, sur le contexte, je dirais qu'il n'y a rien d'évident parce que les directions opérationnelles, certaines passent quelques marchés, d'autres passent beaucoup de marchés. Il y a des marchés très volumineux en termes financiers. D'autres, je dirais, qui ont une complexité technique assez importante. Donc, il n'y a rien d'évident à passer des marchés réservés aux structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a des freins par rapport les DOP, peuvent avoir une certaine pression. On est sur de l'appel d'offres souvent. Donc, l'appel d'offres, ça veut dire que votre marché, chez nous, il va durer 4 ans. C'est 1 an reconductible 3 fois. Donc, le marché il va durer 4 ans. Donc, vous voyez bien qu'il y a un engagement sur la durée. Les négociations, il y a peu de négociations. On a des procédures adaptées, des procédures en appel d'offres. Souvent, notamment en appel d'offres, vous n'avez aucune négociation possible. Donc, c'est certain que tout se fait, la sélection de l'offre se fait sur papier. Et donc, il y a une certaine complexité. Et, comme je vous ai dit, la durée du marché peut être de 4 ans, donc il y a une forte pression. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien d'évident à ce que les directions opérationnelles acceptent de passer en marché réservé. Pour autant, on a vu à la région qu'au moment du Covid, en fait, on a eu recours à des structures adaptées et protégées pour un certain nombre de marchés, notamment de logistique pour gérer un stock de 3-4 millions de masques. On a eu affaire aux entreprises adaptées. Pour faire du reconditionnement, on a eu affaire aux entreprises adaptées. On a eu recours, la direction du développement économique s'est engagée avec des entreprises adaptées pour informer en centre d'appel, pour recourir à un centre d'appel pour informer les entreprises des aides économiques qu'elles pouvaient avoir. Donc, il y a eu cette volonté-là. Et en face, en fait, on a eu un engagement des structures qui est un véritable engagement. C'est-à-dire que les structures voulaient vraiment participer à une mission de service public et voulaient qu'il y ait une réussite dans notre objectif. Donc, tous ces marchés-là ont vraiment donné satisfaction. Et je dirais que, bon, on a relancé un nouveau schéma des achats responsables en 2022. Et le marché réservé est identifié. Et il y a une vraie volonté aujourd'hui de faire travailler les structures de l'économie sociale et solidaire, à savoir les EA, ESAT et SIAE. Donc, notamment, on a maintenant, en termes d'organisation, on a une vice-présidente qui est Sylvie Mario, qui impulse, en fait. Donc, on a une vice-présidente en charge des achats responsables, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, elle impulse, ça veut dire que, voilà, elle rencontre à échéance régulière la direction achat, et donc, il y a des objectifs qui sont fixés. Et il y a des attentes sur la gestion prévisionnelle, sur les 800 marchés. Donc, sur les 800 marchés, on identifie la RSE, que ce soit les clauses environnementales et les clauses sociales. Ce qui est intéressant, donc on en revient au sourcing, il est important. Alors, je ne sais pas si vous avez passé un certain nombre de marchés réservés, mais c'est là que c'est important d'aller rencontrer les structures. Je pense qu'il y a
y a un sourcing à faire peut-être en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a un premier sourcing par rapport à une gestion prévisionnelle sur une année, il y a un premier sourcing à faire là où vous identifiez là où on peut identifier des marchés réservés par rapport à votre connaissance. Vous pouvez faire un sourcing en amont, en dehors de toute procédure marché, et dans un deuxième temps, pour voir si vraiment on peut aller sur du réservé. Et après, dans le deuxième temps, peut-être refaire un sourcing plus technique, plus qualifié par rapport à votre besoin. Pour cela, vous avez les réseaux ici présents, hein, qui sont là pour vous accompagner. Donc, eux, ils connaissent bien dans chacun de leurs domaines, que ce soit les SIAE ou le secteur adapté et protégé. Donc, l'UNEA, le GRAPHI, connaissent bien leur structure et peuvent vous aider, donc, soit à identifier dans la gestion prévisionnelle des achats potentiels à réserver, ou par rapport à des questions, voilà, sur des secteurs d'activité, par exemple les vélos, comme on a abordé tout à l'heure, le GRAPHI peut vous dire, voilà, moi on a plusieurs structures de l'IAE, potentiellement c'est tout à fait possible. Après, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est nous, dans notre process, toujours à l'initiative voilà, de la vice-présidente, il y a la volonté de sensibiliser fortement les directions opérationnelles à ce type d'achat. Donc, ce qui permet de lancer, de faire levier, en fait, entre une gestion prévisionnelle, un sourcing plus des événements. Ça permet de faire levier et d'aller, de passer des marchés réservés. Voilà. Donc, je pourrais dire simplement que un point d'attention, donc faites votre sourcing, c'est très important. Et le marché réservé, une fois que vous vous lancez dedans, faites votre diffusion officielle comme tout le marché, mais relayez auprès, comme l'a dit Mehdi, hein, le GRAPHI a une plateforme, l'UNEA peut diffuser vos marchés. Voilà, il y a d'autres plateformes. Diffusez largement votre marché sur les secteurs concernés. C'est bon. Ouais, de façon à limiter, qu'il n'y ait pas d'infructueux, en fait. Hein. Je dirais que c'est ce qui est important. Enfin, je dis ça parce que, comme on l'a vu, les structures n'ont pas forcément. Enfin, le premier objectif des structures, c'est l'inclusion. Et un ESAT, un chantier d'insertion, n'a pas forcément des alertes sur Maximilien. Et donc, peut-être que. Enfin, d'autres structures, enfin d'autres entreprises, parce que je vais parler entreprises adaptées, entreprises d'insertion, recherchent plus d'activité peut-être, et donc vont être plus en alerte sur les marchés. Mais c'est important de diffuser largement, à mon sens, pour que toutes les structures aient une information très large. Voilà. Donc il y a le marché de l'inclusion également, hein, sur lequel on peut publier les marchés. Tout à fait, en fait. Okay. Vous pouvez, c'est très simple, hein, vous avez votre portail public Maximilien, enfin nous on a notre portail Maximilien, notre marché il est en ligne sur Maximilien, il est qu'en ligne sur Maximilien. Après vous faites une information auprès du GRAPHI, UNEA, réseau GESAT et marché de l'inclusion avec des renvois, avec des liens qui renvoient sur Maximilien, et ça permet d'avoir une diffusion large. Je peux arrêter le partage? Il y a une petite dernière. Ah, excuse-moi. Oui, on a parlé juste des opportunités d'achat. C'est vrai qu'on a des secteurs classiques, les espaces verts, la logistique, hein, je vous en ai parlé avec le Covid. Vous avez voilà, le nettoyage. Je dirais qu'il y a les travaux de second œuvre. Alors, les travaux de second œuvre, notamment tout ce qui est peinture, vous avez une large offre, notamment des structures d'insertion par l'activité économique. Vous en avez sur tous les territoires en Île-de-France, c'est quand même une chance. Donc, il y a vraiment possibilité
de passer des marchés réservés avec ces structures-là. Et ces structures-là sont, enfin, je veux dire, elles vont pouvoir vous faire un rendu comme n'importe quelle entreprise et peuvent vous faire aussi des devis comme n'importe quelle entreprise. Après, sur les autres secteurs, voilà, d'autres idées. La communication, on peut voir que dans tous les domaines de la communication, vous allez avoir des structures d'insertion et des entreprises adaptées. Donc, que ce soit la vidéo, la création graphique, la création de sites Internet. Donc, voilà, vous avez un marché de sites Internet à créer, faites un large sourcing. Identifier voilà, vraiment vos besoins, identifier les structures. En fait, les structures, vous avez des annuaires. En fait, Internet vous offre à la fois un accès au réseau, mais un accès vous-même, vous pouvez faire aussi un sourcing, peut-être avant d'aller de contacter les réseaux, vous pouvez identifier déjà si votre secteur, votre besoin correspond à un secteur d'activité de l'ESS. Donc, allez sur le Graphi ou l'UNEA, identifiez, vous avez des annuaires, au regard des annuaires, regardez si votre besoin correspond au secteur proposé. À ce moment-là, a priori, ça match. Donc, vous pouvez après entamer un sourcing, contacter les réseaux. Les réseaux peuvent vous aider à qualifier votre sourcing. Et ce qui est assez intéressant, nous, là, on l'a fait pour des marchés de centres d'appel et de la signalétique. Et ça nous permet, de cette manière-là, de lancer ce type de marché. Voilà. Après, il y a d'autres sujets, comme on a abordé. Il y a le réemploi, l'immobilier. Des mobiliers, vous avez des belles structures qui font du réemploi, soit alors un mobilier d'occasion, soit carrément du upcycling, du surcyclage, où avec le déchet, on vous crée des mobiliers. Donc, vous avez plusieurs structures. À la fois, vous aurez, en faisant un sourcing, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs structures. Donc, du coup, on peut vraiment aller sur des marchés réservés. Pareil sur les ordinateurs, le reconditionner. Vous avez en Île-de-France, et en France, on a un certain nombre d'entreprises adaptées, voire d'insertion, qui font de l'ordinateur reconditionné. Ouais. Idem pour la mise à disposition de personnel. Nous, région, on a besoin de personnel en remplacement momentané dans les lycées, type agent d'accueil, agent d'entretien, agent de restauration. Voilà. Ce problème-là se pose pour les départements et pour aussi les remplacements dans les écoles. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous avez des associations intermédiaires, des entreprises de travail temporaire en insertion qui mettent à disposition du personnel. Voilà. Il y avait une question là. Quel marché avez-vous passé dans le cadre du réemploi? Est-ce que tu as parlé du réemploi tout à l'heure? Nous sommes sur ce sujet actuellement, en fait, à la fois sur les ordinateurs. Sur les ordinateurs, on doit acheter des ordinateurs. Donc, il y a la loi AGEC. Le réemploi, il y a la loi AGEC à la fois sur les ordinateurs et le mobilier. Donc, en ce moment même, on est en train de faire du sourcing pour acheter des ordinateurs reconditionnés, voir dans quelle mesure on peut passer ce type de marché-là. Et pour le mobilier également, on a un marché à lancer pour du mobilier de CDI. Donc, on est en train de se questionner là-dessus. Voilà. Après, notre difficulté, alors on n'a pas passé le marché pour le remploi, mais on est en train de sourcer actuellement. Nos difficultés, en fait, sur les ordinateurs, c'est qu'on a des gros volumes, notamment pour les lycéens, puisque à chaque entrée les lycéens qui entrent en seconde, on leur achète un ordinateur, un PC. Donc, ça veut dire qu'on fournit 150 000 PC chaque année. Et on a donc cet important. On devrait en fait fournir 20% d'ordinateurs reconditionnés au regard de la loi AGEC.
Et au regard du volume, c'est assez compliqué. Mais voilà, on est vraiment en train de se questionner, notamment pour les ordinateurs des agents de la région. C'est vrai que la loi AGEC, c'est une belle opportunité pour les SIAE et les structures du handicap, hein, sur les marchés de fourniture qui, généralement, contiennent peu de dispositions sociales parce que voilà, ce sont des marchés avec moins de main-d'œuvre, ou peu de main-d'œuvre, voire peu de main-d'œuvre. C'est vrai que ça peut être une opportunité pour les acheteurs de. Disons que ça questionne de fait, en fait, ça oblige à se questionner sur les 17 domaines, je crois, de la loi AGEC. Donc, du décret d'application de la loi AGEC, il y a l'article 58, donc, définit 17 domaines de fourniture sur lesquels on doit intégrer au moins, enfin, on doit intégrer entre 5 et 20% de réemploi. Et du coup, c'est intéressant pour questionner nos pratiques en temps. Et ça permet d'aller voir, d'aller chercher, d'aller voir ce qui se fait chez les structures de l'insertion par l'activité économique, et le secteur adapté et protégé. C'est bon pour toi, Stéphane, au niveau de la présentation? Oui, c'est bon pour moi. On a débordé. Après, juste peut-être en termes d'information, enfin, si vraiment vous souhaitez, en termes techniques, juste juridique, hein, c'était donc j'avais sur la première, je vous ai mentionné les articles. Une fois qu'on a fait son sourcing, juste, une fois qu'on fait son sourcing, on se dit qu'on peut y aller. On travaille, on voit avec les réseaux, ça nous confirme qu'on peut y aller. Juridiquement, dans votre marché, vous prenez un marché classique et juridiquement, vous intégrez dans les pièces marché la référence aux articles qui réservent le marché. Donc, si vous réservez à la fois à l'IAE et au handicap, vous mettez ce marché réservé exclusivement au SIAE ou au ESAT, conformément à l'article L2113-14. Donc ça ferme la concurrence directement. Vous mettez ça en première page du règlement de consultation et du CCAP, le marché il est fermé. Après, il faut veiller à ce que à indiquer également que les groupements et la sous-traitance n'est autorisée que au SIAE et au ESAT1. Ça, c'est important, parce que, et dans votre sourcing, il faut en prendre en compte, c'est que un ESAT, le marché, s'il est réservé au SIAE et aux ESAT, ces structures-là ne pourront sous-traiter qu'à des SIAE ou à des ESAT. Pareil pour les groupements. Donc ça, c'est très important à vérifier. Concrètement, un marché de signalétique, on avait des panneaux à implanter sur la chaussée, on ne l'a pas fait en réservé. Parce qu'il y avait la problématique de la pose. Autant la fabrication, le marché pouvait être réalisé par un SIAE ou un ESAT, mais la pose sur route ne pouvait pas être réalisée par la SIAE ou le ESAT. Donc la sous-traitance, la structure en SIAE qui a le marché, il aurait automatiquement sous-traité à une boîte classique. Donc ça, c'est interdit. Et pour cela, je vous renvoie au guide des achats responsables qui est proposé par l'OACP ou enfin la DAJ, la Direction des Affaires Juridiques de Bercy. Et c'est vrai que c'est important parce que on le voit, hein, que les structures se professionnalisent de plus en plus et que, comme ce qui était dit que le disaient les premiers intervenants, hein, réponse en
en GME devient de plus en plus. Mais GME, voilà, soit structure du handicap, ESAT, EA, ou plusieurs EA se regroupent. Et puis la tendance, c'est effectivement les structures de l'insertion par l'activité économique avec les structures du handicap qui se mettent en groupement pour répondre. Donc ça se développe voilà, de plus en plus. Hein, il y a vraiment une professionnalisation de ces structures. Puis ce qui est, je trouve aussi intéressant, c'est l'approche vraiment filière qui fait que voilà, ça permet de mutualiser et puis d'avoir voilà, une réponse sur un secteur d'activité bien spécifique. Donc c'est vrai que voilà, ces approches qu'on n'avait pas il y a quelques années, enfin, je trouve c'est particulièrement intéressant et entre guillemets, je dirais, sécurisant pour l'acheteur public. Voilà, il faut aussi se mettre un peu voilà, côté acheteur où il peut y avoir de la frilosité par rapport à publier un marché réservé. On voit que là, maintenant, vraiment, les structures sont de plus en plus en ordre de marche sur la commande publique. Après, les acheteurs, enfin, je m'adresse aux acheteurs, mais si vous voulez, voilà, on peut échanger, partager du sourcing sur des secteurs d'activité pour améliorer notre connaissance des structures et pour pouvoir lancer plus facilement des marchés réservés. Donc moi, je me tiens à disposition pour vraiment échanger sur les structures. Il n'y a pas de présentation globale de la programmation. La programmation de la région? Ouais. Autant le premier trimestre a été figé que là, j'ai pas vraiment tous les éléments. Ok. Parce que ça peut être aussi une piste. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on a débordé sur le timing. Je vois pas de questions. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que voilà, ce webinaire vous a apporté des éléments de réponse, vous a intéressé. Merci à tous les intervenants. Et puis, voilà, pour les personnes qui sont inscrites, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie des marchés réservés, là sur marché réservé ESS et nouveau cas de marché réservé au secteur pénitentiaire avec donc une intervention de la TIGIP. Merci à tous, bon appétit, bonne fin de journée. Merci donc Erika. le webinaire, on vous transmettra la retransmission du webinaire et les supports et les contacts des intervenants. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.